ce paragraphe est dédié aux règles de titration des antihypertenseurs. C'est un chapitre extrêmement important qui est vraiment aujourd'hui un des points d'amélioration du contrôle tensionnel en population. Et c'est vraiment, je vais essayer de vous donner les pistes, les astuces, les fondamentaux pour que vous puissiez vraiment adapter au mieux des connaissances de la pharmacologie votre ordonnance pour vos patients. En rappel, je l'ai déjà dit, mais je le répète, la monothérapie et en général le traitement d'initiation, il faut clairement savoir qu'il est exceptionnel que ce traitement d'initiation soit à la fin le bon traitement qui va rester dans l'ordonnance du patient des années durant. Que la titration du traitement antihypertenseur, ce n'est pas de la randomisation, ce n'est pas je pique au hasard dans la pharmacopée des traitements des molécules sans rationnel, et que ça répond à des règles précises qui permettent, en grande majorité, quand on s'y astreint, de contrôler les patients sans effets secondaires. Qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un déficit de contrôle tensionnel pour 2/3 expliqué par le fait qu'on ne donne pas assez de traitements et parfois pas les bonnes combinaisons à nos patients, plutôt que des patients qui ne prennent pas assez leur traitement. La première règle à connaître, c'est la suivante, ce que les Taïwanais ont appelé la règle des 10 mm de mercure. En moyenne, bien que ce soit des antihypertenseurs et pas des hypotenseurs et que la baisse est variable selon les individus, on sait qu'en moyenne, une monothérapie fait baisser de l'ordre de 10 mm de mercure la pression artérielle systolique. Que si vous doublez la dose de cette monothérapie, vous allez gagner peut-être 3-4 mm de mercure, mais vous n'allez pas faire moins 20 mm de mercure, ce que va pouvoir faire une bithérapie. Autrement dit, quand vous associez un deuxième traitement à un premier traitement, vous ferez toujours mieux que de doubler la dose d'un premier traitement. En revanche, sur les effets secondaires, vous allez faire beaucoup plus d'effets secondaires quand vous doublez la dose d'un traitement que quand vous associez. Troisième règle, si aucune trithérapie ne fera moins bien qu'une bithérapie. Autrement dit, quand vous êtes en échec face à une bithérapie, vous pourrez éventuellement augmenter la posologie des composants de cette bithérapie, mais vous ne ferez jamais mieux que si vous additionniez un troisième traitement à ces deux premiers traitements. D'autres rappels cruciaux qui permettent de ne pas faire de bêtises dans ces phases très dynamiques de titration. Les médicaments antihypertenseurs ont un délai d'action et donc il leur faut un certain délai pour atteindre leur plateau d'efficacité. En général, ces plateaux s'établissent entre 3 semaines et 1 mois. Et c'est à ce moment-là, ni plus tôt ni plus tard, qu'il faut revoir les patients pour évaluer l'efficacité de la titration. Que cette titration, si on veut la faire de manière tout à fait sécurisée pour contrôler plus de gens, et comme je vous l'ai expliqué, ça passe en général par leur donner plus de médicaments qu'on ne le donne actuellement. Pour le faire de façon tout à fait sécurisée, il ne faut faire confiance qu'aux valeurs ambulatoires et en particulier aux valeurs d'automesure tensionnelle. Ça vous évitera les hypotensions induites par une titration inadaptée, basée uniquement sur des valeurs de pression artérielle mesurées au cabinet chez des gens très réactifs par exemple. Chez les sujets fragiles, diabétiques ou sous trithérapie, s'il n'y a qu'une seule pression artérielle à mesurer au cabinet, c'est la mesure en position assise et debout, donc la recherche d'hypotension orthostatique à 1 minute et 3 minutes, c'est la seule valeur qui va permettre de guider, d'abord d'affirmer le diagnostic d'hypotension orthostatique et qui va vous éviter d'engranger des effets secondaires par une titration trop ambitieuse. Et puis enfin, il faut savoir que certaines molécules, certaines classes thérapeutiques que vous utilisez très largement doivent impérativement faire l'objet d'une surveillance biologique. Je pense bien entendu aux bloqueurs du système rénine-angiotensin et aux diurétiques qui doivent à 7 jours, 10 jours, bénéficier, si vous avez introduit ces traitements, d'un contrôle biologique pour vérifier la fonction rénale et la kaliémie.
Alors, dans la vie d'un hypertendu, il y a des moments calmes et il y a des moments un peu plus actifs. C'est un peu comme un vol transatlantique où effectivement, il se passe beaucoup de choses au décollage, à l'atterrissage et qu'au beau milieu, il n'y a pas grand-chose. Et c'est un peu comme ça dans la vie d'un hypertendu. Il y a des temps de titration et de modification de traitement très importants. Alors, bien entendu, au début, entre le diagnostic et les 6 premiers mois du traitement pharmacologique où vous allez tâtonner, titrer, gérer les effets secondaires éventuels qui apparaissent et ensuite, généralement, les ordonnances ont vocation à être renouvelées régulièrement avec des visites qui s'espacent et il va se passer 2 autres périodes, une qui n'est pas optionnelle, qui est le temps du vieillissement. Alors ce temps du vieillissement apparaît autour de la ménopause pour les femmes, parfois un peu plus tard chez les hommes, et correspond en fait à des changements dans l'hémodynamique et dans la régulation de la pression artérielle qui devient de moins en moins dépendante du système rénine-angiotensine et de plus en plus dépendante de la volémie et de la rigidité des gros troncs. Ça fait un peu savant, mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est que des traitements parfois qui ont été très actifs quand l'individu avait 40 ans, deviennent de moins en moins. C'est par exemple le cas pour les bloqueurs du système rénine-angiotensine. Donc le vieillissement peut induire une modification du contrôle tensionnel qui va modifier votre ordonnance. Et puis un autre temps de titration qui est optionnel, qui est ce que j'appelle la transition des préventions. C'est les patients hypertendus qui étaient en prévention primaire, donc sans aucune complication, qui malheureusement, malgré vos bons soins, font une complication, un infarctus du myocarde ou un AVC. Et vous savez que cette transition des préventions va induire des changements de traitement, de classes thérapeutiques qui vont devenir obligatoires et donc changer l'ordonnance. Donc, des périodes plus ou moins actives de titration qu'il faut ne pas savoir rater, c'est des rendez-vous cruciaux pour le patient et pour sa prise en charge. Passons à la première période, qui est la période qui concerne très clairement tous les médecins généralistes, qui est la période qui accompagne la période diagnostique, c'est l'initiation des traitements. Ce qu'on vous recommande aujourd'hui de façon extrêmement simple et caricaturale, mais la caricature a du bon, c'est de commencer selon vos désirs par une monothérapie ou une bithérapie d'emblée. On ira plutôt vers une monothérapie dans les hypertensions très légères, c'est-à-dire une systolique en dessous de 150 mm de mercure, ou chez les octogénaires plus, a fortiori s'ils sont fragiles. Mais vous pouvez, dans la majorité des autres situations, commencer par une bithérapie en cas d'hypertension modérée, puisque vous savez que, par exemple, si vous êtes à 160 mm de mercure, pour revenir en dessous de 140 durablement, il vous faudra plutôt 2 molécules qu'une. À ce stade-là, on vous demande, et si vous par exemple commencez par une monothérapie, de choisir entre 3 gros pavés. Le premier pavé, c'est les IEC ou les ARTAN, les antagonistes d'angiotensine 2, que j'amalgame, puisque je vous rappelle qu'il n'est pas question de les associer à aucun moment de la vie d'un hypertendu. Le deuxième pavé sont les inhibiteurs calciques de type dihydropyridine. Et le troisième pavé est le diurétique thiazidique. Vous choisissez, et très honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour privilégier l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les systèmes rénine-angiotensine sont des systèmes très activés aux phases initiales et juvéniles de l'hypertension, et c'est pour ça qu'il est plutôt logique, chez des sujets jeunes, de commencer par ces bloqueurs-là, que plus on avance en âge, et plus l'hypertension va être dépendante de la volémie ou de la rigidité des gros troncs, et là, les inhibiteurs calciques ou les thiazidiques seront plutôt à privilégier. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, cette monothérapie n'a pas vocation le plus souvent à être le traitement du transatlantique, c'est-à-dire le traitement au long cours. Et vous allez revoir le patient 1 mois après avoir initié le traitement. Dans tous les cas, il va revenir vous voir avec des valeurs d'automesure. Et là, vous allez avoir 2 grands schémas. Vous allez avoir le schéma du patient équilibré qui tolère bien son traitement. Cette situation va concerner 25% des patients. C'est à peu près le taux de contrôle tensionnel d'un hypertendu en monothérapie. Et là, vous allez bien entendu renouveler le traitement. Et dans la très grande majorité des cas, les patients
vont bien tolérer le traitement initial, mais vont avoir des chiffres tensionnels encore imparfaitement contrôlés. Et là, on vous demande très simplement d'associer, en cas de non-contrôle par immunothérapie, 2 des 3 pavés que vous aviez la possibilité de donner en première intention. Par exemple, si vous aviez commencé par un inhibiteur de l'enzyme de conversion et que le patient vous revient en ayant bien toléré son inhibiteur de l'enzyme de conversion mais avec des chiffres pas encore au contrôle, vous allez garder l'IEC et vous allez l'adosser soit un inhibiteur calcique, soit un diurétique. Vous n'allez pas chercher d'autres associations. Si vous aviez un diurétique, pareil, vous allez lui donner un IEC ou un inhibiteur calcique, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des profils de patients chez qui on va donner plutôt une association qu'une autre? Les recommandations ne sont pas prolixes dans ce domaine. Je vous livre 25 ans d'expérience. Vous en faites ce que vous voulez. Chez qui je vais donner plutôt une association qui est aujourd'hui l'association au passage la plus proposée, d'un bloqueur du système rénine-angiotensine et d'un inhibiteur calcique. Je vais la donner sur des profils de patients chez qui j'ai des facteurs de risque de maladies coronaires prévalents, et nommément les tabagiques, les patients qui ont des antécédents familiaux. Pourquoi? Parce que l'inhibiteur calcique d'hydropyridine a non seulement une indication hypertension, mais il a une indication angor. Et à chaque fois qu'on a donné des inhibiteurs calciques dans des essais thérapeutiques sur ces profils de patients, on a fait beaucoup mieux que de leur donner par exemple une association avec des diurétiques en diminuant le taux d'événements coronaires, le besoin d'angioplastie, l'angor instable par exemple. Je vais le donner chez des patients chez qui je n'ai pas envie de donner des diurétiques d'emblée. Et ces profils de patients sont très prévalents aujourd'hui, c'est les patients qui viennent du syndrome métabolique. C'est les patients en surpoids sédentaire de la quarantaine qui, bien sûr, développent leur hypertension, c'est pour ça que vous leur donnez votre traitement, mais l'autre maladie qui leur pend au nez, c'est le diabète. Et les 2 classes thérapeutiques les plus diabétogènes sont les diurétiques et les bêta-bloquants par leur effet de résistance à l'insuline pour le bêta-bloquant et par leur effet hypokaliémiant pour les diurétiques. Et donc, ces patients-là, j'ai plein de raisons, puisque j'ai des alternatives, de ne pas leur donner tout de suite des diurétiques. Je ne dis pas que je ne vais jamais leur en donner, et parfois ça va être nécessaire, mais à ce stade-là, j'ai une alternative qui est l'inhibiteur calcique s'ils le tolèrent. Et puis bien sûr, je vais donner cette association chez les patients qui ne tolèrent pas le diurétique ou qui ne l'ont pas toléré sur une expérience passée, parce qu'il y a plein de gens, il faut savoir que les diurétiques, au-delà de l'effet d'hyperdiurèse, en particulier chez les gens gros consommateurs de sel, peuvent avoir un effet sur l'érection pour les hommes bien plus marqué que l'effet des bêta-bloquants. A l'inverse, à qui je vais donner plutôt une association IEC ou Zartan diurétique? Je vais le donner chez déjà les diabétiques avérés. Pourquoi? Parce que ces profils de patients diabétiques de type 2 vont avoir très rapidement besoin de diurétiques pour contrôler leur pression artérielle qui va être particulièrement difficile à contrôler. Je vais le donner au contingent des patients qui n'ont pas toléré par exemple les inhibiteurs calciques à cause des œdèmes des membres inférieurs. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les profils de patients, on a beaucoup plus d'hommes dans le profil de l'association IEC inhibiteur calcique et de femmes dans l'association avec des diurétiques à cause des œdèmes des membres inférieurs, de l'insuffisance veiно-lymphatique qui est parfois plus fréquente chez les femmes en surpoids par exemple. Et puis je vais donner des diurétiques plus facilement en association chez les patients dont je sais que leur consommation salée est importante, puisque la consommation salée importante va éteindre le système rénine-angiotensine et donc va rendre inefficace l'action d'un IEC ou d'un Zartan. Le fait de donner un diurétique, de les faire uriner, de leur faire uriner de l'eau et du sel, va stimuler le système rénine-angiotensine et là, va renforcer l'action hypotensive d'un IEC ou d'un Zartan. Et puis, entre les deux, il y a une association qui est assez confidentielle parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui en France de traiter l'hypertension en bithérapie sans bloqueur du système rénine-angiotensine, qui est une association qui associe un inhibiteur calcique et un diurétique thiazidique. C'est une association de 2 classes thérapeutiques les plus recommandées dans l'HTA systolique isolé du sujet âgé. Donc vous voyez très bien quel peut être son cœur de cible. On est bien entendu sur des profils de prévention primaire, puisque vous savez qu'en prévention secondaire, post-infarctus, post-AVC, l'IEC est indispensable dans la recette, mais
pour des profils de sujets âgés ou des patients à peau noire, par exemple, qui ont des rénines basses, qui sont en prévention primaire, qui n'ont pas d'indication formelle à avoir un IEC ou un Zartan, qui ont des profils d'ailleurs d'hypertension systolique isolée, comme souvent les sujets âgés, une association inhibiteur calcique diurétique à ce stade-là peut être tout à fait pertinente et légitime. Vous êtes à 1 mois de titration. Vous avez revu le patient. Pour la 2e fois, vous allez le revoir 1 mois après avec cette association. Vous avez une garantie avec cette association de contrôler environ 50% de vos hypertendus. La moitié du chemin est faite, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Au passage, c'est exactement la situation en France aujourd'hui du contrôle tensionnel, 50% d'hypertendus contrôlés avec 1,9 classes thérapeutiques en moyenne. Quelles sont les situations, les cas d'usage possibles? Le patient vous revient, il est contrôlé. Il tolère bien le traitement, tout va bien. Si le sujet est contrôlé mais qu'il ne tolère pas son traitement, vous essayez d'identifier quelle est dans l'association la molécule ou la classe thérapeutique qui est inductrice de l'effet indésirable et vous la remplacez par une autre selon le schéma que vous voyez. Et puis la plupart du temps, les patients supportent le traitement mais ne sont pas contrôlés. Ça va être la situation pour 50% des patients. Que faire à ce stade-là? Les rotations de bithérapie sont inutiles. C'est malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui dans les habitudes des praticiens. C'est-à-dire, je ne suis pas contrôlé sur une association IEC diurétique, je le remplace par une association IEC calcique. À l'échelon d'une population, ça ne va rien changer. Il faut savoir titrer au-delà d'une bithérapie. 2 possibilités. Soit vous êtes très très loin de l'objectif thérapeutique, nommément à plus de 10 mm de mercure. Ça ne sert à rien d'augmenter les posologies de ce que vous avez donné. Il faut passer à une trithérapie, et cette trithérapie aujourd'hui en prévention primaire, c'est une association des 3 pavés proposés en monothérapie. Autrement dit, un bloqueur du système rénine-angiotensine, un inhibiteur calcique dihydropyridinique, un diurétique thiazidique, à moins que le patient ait manifesté un effet indésirable imputable à l'une de ces 3 classes au cours des schémas de titration, bien entendu. Et là, si vous donnez cette trithérapie, vous aboutissez à 70% de contrôle tensionnel. C'est 20% de plus que ce qu'on obtient en France aujourd'hui. C'est exactement ce qu'ont les Canadiens, par exemple, ou les affiliés aux meilleures sociétés d'assurance privée d'Amérique du Nord. Deuxième situation, vous n'êtes pas très loin de l'objectif tensionnel. Et puis pour des raisons qui peuvent exister, vous n'avez pas envie de passer à une trithérapie. Là, vous avez la possibilité d'augmenter la posologie au sein de l'association fixe que vous avez donnée. Et c'est pour ça que la majorité des associations fixes aujourd'hui vous proposent, tout en gardant le schéma du seul comprimé, différents dosages de leurs composants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va être le plus efficace pour gagner des millimètres de mercure, ça va être de titrer les inhibiteurs calciques et les diurétiques. C'est pour ça que la majorité des associations vous proposent, par exemple pour l'amlodipine, des associations contenant 5 ou 10 mg d'amlodipine, pour l'hydrochlorothiazide, des associations qui contiennent 12,5 ou 25 mg d'hydrochlorothiazide. Il faut savoir que augmenter la posologie de ces 2 classes thérapeutiques peut engendrer une augmentation des effets indésirables dose-dépendants de ces classes thérapeutiques. Il y a des patients qui tolèrent parfaitement bien 5 mm de mercure d'amlodipine et qui vont vous faire des œdèmes à 10 mg d'amlodipine. Dans ce cas-là, plutôt que d'augmenter l'amlodipine, vous passez à une trithérapie. Mais pour certains patients, pas très loin de l'objectif, il peut être tout à fait légitime de passer, par exemple, d'une association contenant 80 mg de telmisartan, 5 mg d'amlodipine, à une association contenant 80 mg de telmisartan et 10 mg d'amlodipine. Et vous allez possiblement contrôler des hypertendus qui n'étaient pas très loin de l'objectif, tout en restant en bithérapie. Quelles sont les associations et les traitements non recommandés? Ça, c'est extrêmement important. Quand on fait des audits de prescription en médecine générale, on constate, et c'est vrai également pour les cardiologues, des associations erratiques. Et quand on regarde la fréquence de la trithérapie que je viens de vous recommander au sein des trithérapies proposées en médecine G ou en cardiologie, on se rend compte que cette trithérapie proposée est minoritaire aujourd'hui, avec une surprescription en particulier de bêta-bloquants, qui, vous le voyez, n'apparaissent pas dans le schéma de prévention primaire
que je vous ai prescrit, que je vous ai proposé et qu'on reverra pourquoi un peu plus tard. Revenons à cette diapositive. Quelles sont les monothérapies non recommandées? Bêta-bloquants. Les bêta-bloquants aujourd'hui, on ne les méprise pas, on les remercie pour avoir servi l'hypertension au tout début de l'épidémie et du traitement dans les années 60. Mais aujourd'hui, sur les profils de patients qu'on a, c'est-à-dire qui viennent du syndrome métabolique, c'est quand même pas une super idée de leur proposer ce traitement-là, cette classe thérapeutique, y compris si vous avez l'impression qu'ils ont un système sympathique activé, en particulier parce qu'ils ont des fréquences cardiaques rapides. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments qui favorisent la résistance à l'insuline et donc qui accélèrent l'entrée dans le diabète, surtout quand ils sont donnés en monothérapie. Donc aujourd'hui, le bêta-bloquant, chez le sujet jeune pléthorique, ce n'est pas une bonne idée, et chez le sujet âgé, ce n'est pas non plus une bonne idée parce que ce système-là, ce système nerveux sympathique, est un système qui est un peu actif dans la genèse de l'hypertension après 60 ans, et deuxièmement, empêche les personnes âgées de s'accélérer et donc favorise l'hypotension orthostatique. Les alpha-bloquants et les centraux, pour les mêmes raisons, sont aujourd'hui des monothérapies non recommandées. Dans les associations, aujourd'hui, l'association bêta-bloquant diurétique doit être exceptionnelle parce que vous associez chez ces patients 2 médicaments favorisant l'entrée dans le diabète. Et ce n'est pas aujourd'hui une bonne chose de proposer ça à nos hypertendus. L'association bêta-bloquant IEC n'est pas recommandée en prévention primaire, entendons-nous bien, puisque c'est une association qui, vous allez le voir, très largement utilisée en post-infarctus, par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, mais pas pour ses effets anti-hypertenseurs, mais pour d'autres effets. Bêta-bloquant IEC, comme bêta-bloquant ARA2, bêta-bloquant Zartan, sont des associations non additives sur la baisse de la pression artérielle parce que, en quelque sorte, ils agissent sur le même système. Le bêta-bloquant a un effet anti-rénine, en fait, et qui fait qu'une partie de son efficacité passe par le blocage du système rénine-angiotensine. C'est comme si vous bloquiez 2 fois le même système en associant un bêta-bloquant, un IEC, un bêta-bloquant ARA2. Vous perdez en efficacité et donc vous ne rajoutez pas du risque, ce n'est pas risqué, mais ce n'est pas additif pour le contrôle tensionnel en prévention primaire. En revanche, à prévention primaire, prévention secondaire, l'association qu'il faut totalement contre-indiquer, alors heureusement on la voit de moins en moins, mais elle persiste parfois, c'est une association combinant 2 bloqueurs du système rénine-angiotensine, IEC et Zartan. C'est profondément hyperkaliément, ça dégrade la fonction rénale et ça n'apporte rien sur la baisse de la pression artérielle. Ce que je viens de vous raconter est exprimé d'une manière un peu différente dans les dernières recommandations internationales sur l'hypertension artérielle qui effectivement proposent en initiation du traitement de combiner pour la majorité des patients un pavé qui est basé sur le bloqueur du système rénine-angiotensine associé à un diurétique ou à un inhibiteur calcique. Vous voyez bien que le carré à droite est important puisqu'il laisse une place importante à la monothérapie pour les hypertensions légères ou le sujet âgé ou fragile. Quand on parle de monothérapie ou de bithérapie d'emblée, c'est un faux sujet à partir du moment où on revoit les gens très vite. Et l'idée de cette phase de titration dynamique, c'est que chaque étape ne doit pas dépasser 1 mois à 6 semaines pour revoir les gens, pour ne pas laisser les gens dans la nature non contrôlés des mois et des mois entre 2 phases de titration. Cette période, elle doit être très active et en France, on s'est fixé un délai de 6 mois au-delà duquel un hypertendu non contrôlé doit faire l'objet d'un parcours de soins spécifique. J'ai beaucoup parlé de prévention primaire, et c'est la majorité des hypertendus, puisque 75% des hypertendus sont en prévention primaire, et c'est justement la démonstration du bénéfice du traitement dans sa capacité à éviter aux patients de tomber malades du cœur, des vaisseaux en général et du cerveau. Mais pour certains patients, vont être en prévention secondaire, par exemple en post-infarctus. Et vous savez qu'une fois qu'on a fait une cardiopathie ischémique, un traitement qu'on appelle par son acronyme le BASIC vient prioriser finalement les traitements antihypertenseurs antérieurs. Et ce BASIC contient les bêta-bloquants, là qui retrouvent toute leur place et toutes leurs indications, et un IEC. Et comme je vous l'ai dit juste précédemment,
cette association, elle n'est pas fantastique sur la baisse de la pression artérielle. Et c'est pour ça que beaucoup de coronariens ne sont pas bien contrôlés par un traitement tel qu'il est pourtant bien indiqué pour leur pathologie coronaire. Et c'est là qu'il faut savoir faire des schémas de titration différents et des trithérapies différentes. Et par exemple, le coronarien, il va avoir tout intérêt à avoir sur son basique une association avec un inhibiteur calcique dihydropyrénique. Pourquoi? Parce que cet inhibiteur calcique, il a aussi des propriétés, et une AMM, contre l'angor. Et donc, il sera beaucoup plus logique chez un coronarien stenté avec une bonne fraction d'éjection, sur son basique, s'il n'est pas contrôlé pour ses chiffres tensionnels, de lui rajouter un inhibiteur calcique qui n'est pas indiqué en tant que tel pour sa coronaropathie, mais qui va retrouver toute son indication pour booster l'efficacité de la bithérapie bêta-bloquant IEC pour contrôler sa pression artérielle. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, je vous ai déjà dit que l'inhibiteur calcique n'était pas une bonne idée, mais que les diurétiques vont être nécessaires, qu'ils soient de l'ANS ou thiazidiques, selon la fonction rénale et l'intensité de la fonction cardiaque. Et vous voyez très bien comment, sur une base de bêta-bloquant IEC, qui est imposée par la maladie cardiaque, vous avez le devoir de rajouter, pour contrôler la pression artérielle parfois, des diurétiques thiazidiques ou de l'ANS. Alors, on peut avoir de l'hypertension artérielle mal contrôlée dans l'insuffisance cardiaque, en particulier ces insuffisances cardiaques à fonction ventriculaire gauche préservée, qui ne détruisent pas la pompe, mais qui l'empêchent de se relaxer, ce qui peut expliquer qu'on puisse avoir des chiffres tensionnels élevés malgré de l'insuffisance cardiaque. La troisième étape qui suit le passage éventuel à une trithérapie va vous permettre de poser le diagnostic pour 20 à 30% de vos patients d'une hypertension artérielle résistante, c'est-à-dire des patients qui, malgré votre trithérapie recommandée, effectivement prise, combiner un bloqueur du système rénine-angiotensin, un inhibiteur calcique, un diurétique thiazidique, qui ont des chiffres tensionnels à la maison insuffisamment contrôlés, c'est-à-dire supérieurs à 135 ou supérieurs à 85 mm de mercure. Vous, dans ce schéma-là, vous classez les gens hypertendus résistants. Ça va nécessiter une checklist et une combinaison et un recours, en tout cas un parcours de soins partagés médecine générale spécialiste qui va chercher une cause secondaire à l'hypertension, des problématiques d'observance et puis d'autres pathologies sur lesquelles nous reviendrons. Donc en résumé pour ce chapitre de titration qui est très très important, il faut bien entendu garder à l'esprit que cette titration doit être dynamique et sécurisée. Dynamique pourquoi? Parce que vous allez revoir les patients tous les mois après toute modification de traitement. Sécurisée pourquoi? Parce qu'il ne faut pas faire de gag, il ne faut pas induire de la hétérogénie par une titration qui était non justifiée. Et la seule manière de la sécuriser, c'est de faire des mesures ambulatoires en automesure pendant chaque phase de titration. Il ne faut pas oublier les bilans biologiques dès que vous induisez des traitements qui le justifient, comme les bloqueurs du système rénine-angiotensin et que les diurétiques. Il faut vous imposer, parce que c'est important pour le patient aussi, un deadline, c'est-à-dire de dire « je dois vous trouver la bonne recette en moins de 6 mois ». Et si je ne la trouve pas, c'est qu'il y a un problème et j'aurai peut-être besoin de faire appel à un spécialiste libéral ou hospitalier. Qu'il faut bien intégrer que la majorité des patients va avoir besoin de 2 voire de 3 médicaments, contrairement aux idées reçues d'une monothérapie magique qui réglerait l'ensemble des problèmes. Qu'il n'y aura pas une seule recette qui va fonctionner chez tous vos patients, mais il faudra connaître les différentes combinaisons. Il y a des profils de patients qui vont répondre à certaines associations et pas à d'autres. Retenez quand même les sujets âgés qui vont moins répondre aux associations qu'on a l'habitude aujourd'hui de donner chez les sujets d'âge moyen qui sont basés sur les bloqueurs de système rénine-angiotensin. On peut s'en passer en prévention primaire. Et puis, retenez bien les associations qu'il faut écarter et l'usage encore trop fréquent des bêta-bloquants en prévention primaire. Ce n'est pas une manière moderne de traiter les hypertendus en 2021.